Merci beaucoup Anne-Marie. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle de conférence virtuelle qu'on a déjà, qu'on a déjà éprouvée, c'était pour le 24 mars ou le 26 mars, avec une première séquence sur les fleurs des estives, les fleurs qui s'épanouissent à la fonte des neiges. Donc là, on va se situer dans un autre milieu, donc c'est le milieu forestier, et je vais principalement cibler, on va dire, les écosystèmes des hêtraies et des chênaies, entre 500 mètres d'altitude, c'est-à-dire à peu près l'altitude d'Aurillac, et 1500 mètres d'altitude, c'est-à-dire bien la limite de la forêt dans les estives, puisqu'au-delà de 1500 mètres d'altitude, les hêtres n'arrivent plus à pousser, ils sont tout rabougris. Et donc, je parlerai essentiellement des forêts anciennes, vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sont des forêts qui accueillent justement ces espèces que je vais vous décrire, et qui leur permettent donc de se reproduire et de se multiplier, alors que dans les forêts plus récentes, ce n'est pas le cas. Donc, vous verrez que finalement, ces espèces sont un bon indicateur de la pérennité de nos forêts. Là, vous avez une photo d'un hêtre qui accueille une flore très intéressante au niveau de la cascade de Fayitou, à Thiézac. Et il y a beaucoup de photos que je vais vous montrer qui viennent de ce site-là. Donc, la première espèce dont je voudrais vous parler, c'est le corydale solide, que j'appelle le lutin des bois, parce que je le trouve très facétieux avec ses fleurs encornées, qui rappelle un peu le chapeau des lutins, le bonnet des lutins. Alors, ces fleurs, comme le corydale solide, vont apparaître avant que les arbres ne mettent les feuilles. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on classe ces plantes dans les fleurs du tout début de saison, parce qu'elles ont absolument besoin de la lumière du soleil pour effectuer leur cycle biologique, qui va donc de la floraison jusqu'à la fructification et jusqu'à, bien sûr, à la maturation des graines et à la dispersion des graines. Donc pour cela, elles ont besoin de lumière, de faire de la photosynthèse, et ce qui veut dire que ces floraisons vont s'arrêter à peu près quand les arbres vont mettre leurs feuilles. Ce qui peut être assez tardif, puisqu'on sait que les hêtres mettent les feuilles, sont parmi les espèces qui mettent les feuilles le plus tardivement. Donc ce corydale solide, je vous explique un petit peu en même temps pourquoi on les appelle comme ça. Donc c'est une toute petite plante, mais qui peut faire des tapis très importants dans les sous-bois, qu'on appelle solide par référence à son bulbe. Son bulbe présente la particularité d'être plein, c'est-à-dire d'être dense à l'intérieur. Et c'est par opposition à une autre espèce de corydale qui a le bulbe creux. Vous voyez, à une certaine époque, on a différencié les espèces en prenant en compte aussi l'état de leurs racines. Donc ces corydales font partie de la famille des fumeterres. Alors, les familles dont je vais vous parler ont été reclassées entre-temps. C'est un petit peu compliqué. Les fumariacées font partie maintenant de la famille des papaveracées, les pavots. Mais j'ai préféré vous laisser les familles auxquelles je suis habituée, parce que c'est aussi celles que vous allez retrouver dans les guides de la flore, qui sont encore, qui datent d'un certain temps, on va dire. Donc ce petit corydale, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voici un peu ces jolies fleurs en forme de cornet, avec un très long éperon. L'éperon, c'est le tube donc, que vous voyez qui remonte vers le haut. Là, la plante est prise en vue aérienne. Et ce que je voulais vous faire remarquer, je pense que c'est quand même visible, même si des fois ça manque un peu de précision, les petits trous qui se trouvent à l'arrière des tubes, à l'arrière des éperons. Je trouve ça très intéressant de vous montrer ça, parce que c'est un moyen des insectes butineurs, les premiers de la saison, qui sont souvent des bourdons, pour atteindre le nectar. Et oui, en fait, ces éperons très longs sont là pour favoriser la pollinisation par des insectes qui ont une trompe assez longue pour aller puiser le nectar au fond des tubes. Simplement, les bourdons, eux, sont très présents au début de saison parce que les températures sont froides, et ce sont des insectes butineurs qui ont la capacité de sortir par des températures plus basses que les abeilles ou que d'autres insectes. Donc, ils vont aller prélever le nectar au fond du tube simplement en perçant un trou à l'extrémité, et en quelque sorte, ils vont aller chaparder le nectar au lieu d'assurer la pollinisation des corydales. Et ça se retrouve sur d'autres espèces, mais je voulais vous signaler au cas où vous le rencontriez en forêt. Donc, je fais un tour rapide des espèces, après j'en parlerai plus en détail. Alors, une très très jolie fleur, un lapis-lazuli, qui n'est pas... Alors, le ton de bleu est encore plus foncé, mais c'est pas du tout évident d'arriver à avoir la juste couleur avec le capteur de l'appareil photo. Donc, c'est le cil à deux feuilles. Alors, le cil à deux feuilles, comme son nom l'indique, est caractérisé par deux feuilles, parfois trois, mais c'est plutôt l'exception, que vous voyez sur cette photo, deux feuilles assez longues, et ça le distingue d'autres cils
qui, par exemple, le cil a une feuille qui ne pousse pas ici, mais qui existe, par exemple. Voilà, ça c'est une caractéristique de cette petite plante qui s'apparente aux jacinthes des bois. Même si le genre des jacinthes des bois n'est pas le même, c'était classé dans la même famille. Alors, je viens de découvrir que ça a été reclassé dans la famille des asperges. Moi, je vous ai laissé la famille des Hyacintacées parce que je trouve ça beaucoup plus représentatif de ces fleurs en étoiles bleues qui étaient aussi avant classées dans les Liliacées. Donc, elles n'arrêtent pas de bouger, ces fleurs. Toujours est-il que ce sont des petits bulbes à fleurs qui sont très communs dans nos chênaies, dans donc les forêts de chênes, et qui démarrent leur cycle très très tôt au printemps. Donc toutes ces plantes que je vous montre fleurissent en même temps. Moi j'ai vu des très beaux tapis constitués de ces fleurs tout à côté d'Aurillac. Donc on a encore des bribes de forêt ancienne dans lesquelles on peut voir ces fleurs en même temps. Donc ce que j'appelle l'elfe des bois, c'est l'érythrone dent de chien, qui lui est classé dans la famille des liliacées. Lui il n'a pas bougé, d'après ce que je sais. Donc c'est une très belle fleur qui ressemble un peu au cyclamen, en ceci que les pétales donc, sont redressés, sont réfléchis à l'arrière de la corolle. Et vous pouvez admirer aussi les étamines qui sont bleues. Donc le pollen vire du bleu au violet. Et je vous ai mis également en photo la fleur qui est naturellement tachetée de pourpre. Donc ça fait partie des rares feuillages qui sont tachetés, comme la pulmonaire par exemple, ou le feuillage de l'épervière des murs. Et donc, ça, c'est vraiment une caractéristique de cette plante qui en fait toute la beauté. Alors, pourquoi on l'appelle dent de chien, comme beaucoup d'espèces, comme le chien-dent, par exemple? Eh bien, il faut aussi aller voir sa racine. En fait, ce n'est pas une racine, c'est un bulbe allongé qui est blanc et donc qui ressemble un peu à une dent de chien pointue. Enfin, à une dent parce qu'il est pointu. Voilà, un bulbe blanc et pointu. C'est de là que vient son nom, dent de chien. Alors, c'est une fleur beaucoup plus rare que celle que les deux que je vous ai présentées. Elle est classée dans les espèces peu communes sur liste rouge dans la région Auvergne, ce qui veut dire que même si on peut la trouver en abondance dans certains bois, je pense notamment à côté d'Aurillac, eh bien, il faut s'abstenir complètement de la cueillir ou même de la piétiner parce que si elle est abondante localement, elle ne l'est pas dans d'autres régions et elle ne l'est pas forcément dans le reste de l'Auvergne. Et puis, on va parler quand même de la jonquille des bois parce que son nom français, c'est quand même la jonquille des bois. Même si personnellement, la première fois que je l'ai rencontrée, et le plus souvent, on la voit dans les estives. Alors, je n'en ai pas parlé au cours de la première webconférence parce que justement, je voulais mettre en évidence son appartenance à la flore des sous-bois, puisque c'est vraiment elle qui démarre la floraison, qui lance vraiment la floraison des fleurs vernales des sous-bois. Alors, en fait, cette jonquille, c'est un narcisse. C'est Narcissus, pseudo-narcissus. En fait, c'est un narcisse qui imite le narcisse des poètes, grosso modo. Alors, qu'est-ce qui fait que cette plante donc, est un narcisse? C'est le fait que, comme vous le voyez, sa corolle est composée de deux types de pièces florales. Il y a cette trompette qui représente des pétales qui sont soudés entre eux, et puis autour, il y a d'autres faux pétales, hein, puisque en fait, ce genre de fleurs ne possède pas de calice. Les pièces florales sont différenciées, mais sont toutes colorées. Et puis, vous voyez aussi en dessous de la fleur quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'on ne sait pas forcément définir. Cette espèce de feuille sèche qui entoure la base de la fleur, on appelle ça une spathe. C'est une feuille membraneuse qui sert à protéger le bouton de fleur avant qu'il éclose. Et c'est pour ça qu'on a rattaché les narcisses à la famille des Amaryllidaceae, dont le représentant est l'amaryllis. Vous avez tous vu des amaryllis quand on les achète chez le fleuriste, qui sont enveloppés dans une grosse feuille qui ensuite sèche pour libérer le gros bouton de fleur. Donc c'est une des caractéristiques des Amaryllidaceae. Alors cette jonquille, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Eh bien, elle devient relativement rare malgré son abondance, et elle pousse aussi bien dans les sous-bois que dans les estives, tout simplement parce que dans les estives, les températures sont plus fraîches, le ciel est voilé, donc présente une nébulosité qui la protège des rayons solaires. Elle a besoin de soleil, mais il ne lui en faut pas trop non plus. Et donc cette narcisse, comme toutes les plantes que je viens de vous présenter, a un bulbe. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que ce bulbe va permettre à ces fleurs de fleurir très tôt. En effet, c'est dans ce bulbe que sont contenues les réserves qui ont été stockées dans l'année précédente, à l'été précédent. Et donc toutes ces réserves vont être mises en œuvre pour permettre à la plante de fleurir tout de suite avant toutes les autres fleurs. Il faut voir que les fleurs vivaces, les plantes vivaces comme la prime vert, qui vont fleurir avec un petit peu de décalage,
n'ont pas cette faculté de fleurir très tôt parce qu'elles n'ont pas de bulbe. Elles n'ont pas d'organes de réserve qui leur permettent tout de suite de pomper de l'énergie pour fleurir avant même que le rayonnement solaire et la photosynthèse leur permettent de fabriquer leur sucre et les substances dont elles ont besoin. Et donc ces bulbes sont une caractéristique commune de ces fleurs qu'on appelle vernales, c'est-à-dire les fleurs du tout début du printemps, les fleurs qui donc fleurissent pendant les derniers froids. Vernal, c'est relatif à la vernalisation, c'est-à-dire à l'action du froid sur les plantes. Voilà, les fleurs vernales, ce sont les fleurs des derniers froids en fait. Et dans la première webconférence, je vous avais parlé donc des anémones printanières et des anémones pulsatilles. Eh bien, ces plantes-là aussi ont un bulbe qu'on appelle un corne. Alors, je vais en reparler un petit peu après. Voilà, on voit dans cette saison qui démarre très tôt pour les floraisons, on va dire une abondance d'espèces qui appartiennent à la famille des renonculacées et particulièrement à un groupe qui s'intitule les anémonées, en référence aux anémones, bien sûr. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de ces espèces-là. Donc, dans ces anémonées, il y a une espèce que vous connaissez très bien, c'est l'anémone des bois, qui elle aussi forme des tapis très abondants. L'anémone des bois est un petit peu décalée par rapport aux corydales solides, par exemple. N'empêche qu'elle fait partie de ces plantes vernales qui sont souvent des plantes de la famille des renonculacées quand ce ne sont pas des plantes à bulbes. Vous avez en arrière-plan la prime vert élevée, dont je ne vais pas trop détailler aujourd'hui les caractéristiques, d'une part parce qu'elle fleurit plus tard, et aussi parce qu'on la retrouve aussi bien dans les sous-bois que dans les zones humides. Donc comme j'ai prévu une troisième et dernière conférence sur les zones humides, eh bien je me la réserve pour la prochaine fois. Voilà, j'ai plutôt concentré ma parole d'aujourd'hui sur les fleurs vernales qui disposent donc d'organes de réserve et de stockage et qui fleurissent les premières. Donc cette anémone des bois, elle vit en colonie et elle prend beaucoup de temps pour installer sa colonie, de la même façon que le corydale solide. Pourquoi? Eh bien parce que contrairement aux anémones pulsatilles ou anémones printanières qu'on a vues l'autre fois, cette anémone, elle vit au fond des bois. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que sur les crêtes, nous avons du vent. Et donc, c'est le vent qui va favoriser la dispersion des graines plumeuses des anémones printanières et pulsatilles. Vous avez tous vu ces têtes plumeuses. C'est un peu comme le pissenlit, le vent emporte les graines. Dans les bois, il n'y a pas de vent. Alors, il va falloir trouver une autre manière de disperser les graines. Et bien donc, cette anémone, comme le corydale, ont mis au point un système très ingénieux. Au lieu de doter leurs graines d'une aigrette de plumes pour qu'elles puissent s'envoler, ils l'ont dotée d'un appendice, c'est-à-dire une petite réserve supplémentaire de graisse, d'un acide gras, qui va attirer les fourmis. Donc ce sont les fourmis qui vont venir chercher les graines qui vont tomber au sol, et les fourmis vont les emporter, devinez où, dans leur fourmilière. Ce chemin faisant, elles vont en perdre. Elles vont aussi les enterrer dans la fourmilière, ce qui veut dire que la graine va germer tôt ou tard dans la fourmilière, peut-être. Et tout ce procédé de dispersion, très malin, on l'appelle la myrmécorie, c'est-à-dire la dispersion des graines par les fourmis. Voilà, donc vous aurez peut-être, on va vous noter dans la colonne de droite, on va dire la messagerie de la salle de conférence, le terme de myrmécorie, si vous voulez vous y référer. Ça, c'est une caractéristique importante de ces fleurs. Et alors, il faut bien se douter que quand les fourmis véhiculent les graines, ça peut prendre beaucoup de temps pour étendre la colonie, parce que des fourmis, ça ne fait pas autant de trajet qu'un cheval. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vous voyez des tapis d'anémones des bois dans les forêts, eh bien, ce sont des tapis qui peuvent avoir des dizaines, 50 et des centaines d'années. Donc, ces fleurs-là caractérisent particulièrement les forêts anciennes, c'est-à-dire les forêts qui ont plus de 200 ans d'âge. Voilà, alors j'espère que vous y penserez quand vous verrez ces tapis. Ce n'est pas parce que c'est un tout petit bout de forêt, peut-être une relique, que la forêt n'est pas ancienne, loin de là. Alors voici une autre plante que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très belle, c'est la surelle ou petite oseille, oseille des bois, pardon. Donc on appelle Oxalis acetosella. Alors acetosella, ça fait référence justement à la petite oseille. Et oxalis, eh bien, ça fait référence à l'acide oxalique que contiennent les oseilles et aussi les oxalis. Les oxalis, vous en avez peut-être planté dans un pot parce qu'on en trouve dans les jardineries, des oxalis un peu plus méditerranéens ou exotiques. Eh bien, ils contiennent tous de l'acide oxalique. L'acide oxalique, c'est ce qui donne le goût acide, l'acidité. Alors, vous pourrez tout à fait vous en rendre compte parce que ce petit oxalis est comestible. Vous pouvez consommer les feuilles.
qui ressemblent donc à des feuilles de trèfle, mais en fait, ce n'est pas un trèfle, hein, c'est un oxalis. Et ces feuilles ont un goût acide. Donc, vous verrez tout à fait, vous aurez vraiment la sensation de cet acide oxalique qui caractérise cette famille. Et donc, ce petit oxalis ne fait pas du tout partie de la famille des anémonées dont je vous parle. Par contre, on pourrait très bien le confondre avec cette plante-là, qui est aussi une très belle plante, une fleur très délicate, qu'on retrouve à la même époque dans les sous-bois, et particulièrement dans les forêts qui bordent les rivières, par exemple au bord de la Serre. Donc, alors ici, cette petite fleur, alors elle a un nom un peu accouché dehors, mais je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. On l'appelle l'Isopyre faux-pigamon. Isopyre, comme tous les noms latins, dont là c'est un nom français dérivé du latin et du grec, ça veut dire qui brûle comme le feu. Et oui, qui brûle comme le feu, pourquoi? Parce que justement, cette plante appartient à la famille des renonculacées, et si vous connaissez le bouton d'or, vous savez que dans les prairies, les vaches ne le mangent pas. Tout simplement parce que ce bouton d'or va irriter la bouche des vaches ou de nous-mêmes, hein, si on mordait dedans, à cause d'une substance chimique qui est toxique, pas mortelle, mais très toxique, puisqu'elle est capable de faire des irritations assez graves. Et justement, cette toute petite fleur blanche, qui est vraiment très délicate d'aspect, est capable de provoquer une brûlure importante dans la bouche. C'est ce qui a donné lieu à son nom d'isopyre. Thalictroides, ça veut dire faux pigamon. Le pigamon est une autre plante, proche de l'ancolie, on va dire, de la même famille. Et alors, on a dit, on la nomme faux pigamon parce que son feuillage ressemble donc au feuillage du pigamon. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que cet isopyre est absolument pas comestible et irritant. C'est-à-dire, ne prenez pas le risque, faites attention de ne pas le confondre avec, justement, tiens, j'arrive pas à remonter. Ah voilà, je suis allée trop vite. Voilà, ne pas le confondre avec la surelle qui est comestible. Alors, comment faire pour ne pas le confondre? Par exemple, la surelle a, comme vous l'avez vu, des feuilles de trèfle. Voilà, je vous les ai mises en gros plan. Et aussi, ce sont des petites fleurs qui sont solitaires. Elles sont perchées de manière unique au bout d'une toute petite d'un pétiole. Et elles ne sont absolument pas groupées. Elles sont uniques au bout de la tige. Par contre, l'isopyre, lui, fait une sorte de petit arbre. Hein, il a un axe floral ramifié avec plusieurs fleurs sur la même tige florale. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très facile à observer. La première fois que vous le rencontrerez, vous regarderez ça. On appelle ce groupe de fleurs une cyme. Voilà, je vous l'ai mis pour vraiment les mordus de la botanique. La cyme, c'est vraiment ce groupe de fleurs très particulier. Et ensuite, on va voir un petit peu le feuillage de cet isopyre, qui n'est pas du tout celui de la surelle. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, avant de reparler du feuillage donc, de ces espèces, je tiens à parler tout de suite de cette fabuleuse anémone, l'anémone fausse renoncule. Alors, je vous dis tout de suite, elle est relativement rare, voire très rare en Auvergne. Si vous voulez en voir, eh bien moi, je connais une seule station, c'est dans la forêt du Cynique, sur le plateau de Pierrefort et Thérondelle. C'est vraiment une très belle plante. On va dire que c'est une anémone des bois, plus développée et surtout avec une somptueuse couleur jaune d'or. Alors, cette anémone fausse renoncule, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle ressemble à une renoncule, à un bouton d'or, mais ce n'en est pas une. Alors, pourquoi ce n'en est pas une? Eh bien, justement, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Comment faire la distinction entre les anémones et les renoncules, qu'on appelle boutons d'or. Ceci étant, cette plante est rare et inscrite sur la liste rouge d'Auvergne, donc c'est absolument intéressant, enfin c'est très intéressant de savoir la reconnaître pour éviter absolument de la piétiner ou de la détruire. Voilà, c'est pour ça que je vais insister un petit peu sur cette plante. Alors, toutes ces plantes qu'on qualifie d'anémones ou d'anémonées, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Là, j'ai essayé de vous prendre en photo des anémones des bois vues par en dessous. Donc, autant vous dire que j'étais vraiment à plat ventre, parce qu'elles ne sont pas très grandes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette paire d'anémones, on voit que les feuilles très découpées sont attachées au même point. Elles sont attachées par 3, au même niveau sur la tige. Ce qu'on voit aussi, c'est que sous la fleur, vous n'avez pas de calice, c'est-à-dire cette enveloppe verte qui normalement emballe les pétales colorés. Il n'y a pas de calice, on ne voit que des pétales blancs. Alors là, je vous ai mis carrément, je vous ai fait le discours là en une diapo, après vous allez, il n'y en aura plus. Mais voilà, je vous ai mis tout à fait ce qui distingue les anémones des renoncules et donc des boutons d'or. Eh bien, les anémones, on l'a vu à la première conférence avec les anémones pulsati et anémones printanières,
Elles ont de très belles feuilles découpées et qui sont toutes attachées à un même point. Ça s'appelle des feuilles verticillées. Ça fait une couronne de feuilles autour de la tige. Elles ont aussi des pétales, souvent plus de 5, 6 à 8 pétales, qui sont en fait des pièces florales indifférenciées. On ne sait plus distinguer les pétales des sépales, on ne sait plus distinguer la corolle du calice. Et puis, chaque plante porte une seule fleur, une fleur solitaire. En plus, ces plantes ont un organe de réserve. Alors, bon, les gens disent des bulbes, mais en fait, ce n'est pas des bulbes. Si vous avez déjà planté des anémones de Caen, par exemple, vous avez pu voir que le bulbe de l'anémone de Caen, ce n'est pas un bulbe, c'est ce qu'on appelle un corne. C'est beaucoup plus aplati, c'est noir et rugueux. Voilà, en fait, c'est un petit bout de tige qui est chargé de réserve, mais c'est un petit bout de tige souterrain. Ce n'est pas encore un rhizome, c'est entre le rhizome et le bulbe. Et ça, c'est vraiment caractéristique de toutes ces anémones. Et puis à côté, vous avez les boutons d'or, les renoncules à feuilles d'aconite, enfin bref, tout ce qu'on range dans les boutons d'or et les boutons d'argent. Vous remarquerez que ce sont plus des plantes dont on a l'habitude, avec des feuilles qui sont disposées à des étages différents sur la tige, avec un calice et une corolle. Et puis les fleurs sont groupées, voilà, sont groupées sur le même axe floral, comme l'isopyre. D'ailleurs, l'isopyre est classée dans les anémonées, mais n'est pas une anémone. C'est un petit peu à part. Enfin, dans son nom en tout cas, dans sa dénomination. Voilà, ça c'est pour vous faire un petit classement simple de ces deux groupes. Alors, toutes les oui, quasiment toutes les anémonées sont des fleurs vernales, c'est-à-dire démarrent très tôt au printemps. Contrairement aux renonculés, les boutons d'or, vous l'avez constaté, qui sont plus dans le milieu du printemps. Alors, je reviens à mes petites plantes qu'on a vues tout à l'heure, les corydales, l'isopyre, et puis une nouvelle que je vais vous montrer, l'adoxa. Ce que je trouve très étonnant, mais alors je n'ai pas d'explication à vous donner, mais à mon avis, quand il y a des convergences, il y a forcément une explication scientifique à chercher, c'est que ces plantes ont toutes des feuillages similaires, c'est-à-dire des feuilles composées, c'est-à-dire comme découpées par un ciseau, et composées et découpées deux fois avec des lobes très arrondis. On a l'habitude d'avoir des feuilles de fougère très pointues. Eh bien là non, ce sont des lobes très arrondis, un peu comme, vous savez, ces pattes d'animaux qu'on dessine dans les dessins animaux, dans le dessin animé, comme des orteils en fait. Et dès que vous voyez ces feuillages-là, qui sont au ras du sol, c'est une de ces trois espèces. Soit un corydale, soit un isopyre, soit une adoxa. Et souvent, elles poussent ensemble. Donc, ce n'est pas du tout évident de les distinguer, sauf à attendre leur floraison. Je vais vous montrer ce que c'est que l'adoxa. Comme ça, vous pourrez vous mettre à quatre pattes pour essayer de la rencontrer. C'est une petite fleur très discrète qu'on appelle la moscatelline, parce qu'elle répand un parfum musqué. Et cette petite fleur très discrète, eh bien, elle fait à peine, même pas 1 centimètre, ouais, je dirais 5 millimètres à peu près. Elle est verte, ou plutôt blanc verdâtre. Et voilà, c'est un adoxa, on ne sait pas encore à quelle famille le rattacher, mais ça fait partie donc de ces plantes vernales, de ces fleurs vernales qui fleurissent très très tôt. Et qu'on connaît très peu parce qu'en plus celle-ci, elle n'est pas du tout voyante. Voilà pour ce petit adoxa. Alors, je passe à une autre famille, la famille des liliacées, c'est-à-dire la famille du lys, qu'on connaît un petit peu mieux que les autres familles, parce qu'on en cultive dans les jardins. Mais celles-ci, ce sont des liliacées qui sont rares, que je vais vous proposer de regarder. Alors, les liliacées, eh bien, ce sont des fleurs à bulbes qui ont comme particularité d'avoir 6 pétales, enfin 6 pièces florales indifférenciées, puisqu'il n'y a pas de calice, et d'avoir un ovaire qui est fixé au-dessus des pétales. Remémorez-vous le lys, que ce soit le lys japonais, le lys orange, le lys des jardins ou le lys martagon, et représentez-vous bien cette espèce de boule verte qui supporte le pistil. C'est ça les ovaires des lys, des liliacées. Ils sont fixés au-dessus des pétales, ce qui n'est pas vrai pour toutes les fleurs à bulbes. Donc voici la plus belle, je vous l'ai réservée pour la troisième partie de la conférence, c'est la gagée jaune. C'est une plante assez petite, hein, qui dépasse guère les 15 à 20 cm. Là, c'était vraiment un spécimen très développé, mais qui est vraiment d'une grande finesse. Regardez cette fleur, elle a 6 pièces florales, mais il y en a 3 qui sont plus développées que les autres. Donc ça lui donne vraiment un aspect en étoile. Il y a un dimorphisme dans les pièces florales qui est très très géométrique. Vous avez cette couleur aussi qui est légèrement bronzée au bout des pétales. C'est un jaune d'or avec du bronze au bout des pétales. Vous avez aussi cette feuille très curieuse, une très grande feuille en fait, plus grande que les autres, qui dépasse largement la plante et qui est terminée par un petit capuchon.
Voilà, alors cette feuille, moi au début, j'ai cru trouver des gagés partout, parce qu'en fait, le cil à 2 feuilles qu'on a vu tout au début, cette petite fleur bleue, lapis lazuli, eh bien, a aussi une feuille avec un capuchon comme ça. Mais c'est voilà, ça suffit pas pour dire qu'on a trouvé des gagés, il faut attendre la floraison parce que le cil à 2 feuilles peut aussi avoir des capuchons au bout de ses feuilles. Je vous la montre un petit peu dans son cadre un peu plus général. Voilà, cette fleur, cette gagée jaune, a la particularité aussi d'avoir plusieurs fleurs sur la même plante, mais c'est des fleurs qui sont disposées en ombelles. Alors, si vous connaissez l'ornithogale en ombelle, qui est une très belle fleur blanche commune des prairies calcaires, notamment, du côté de Morse, de la réserve, la zone Natura 2000, il y en a beaucoup, eh bien, ce sont des fleurs aussi qui sont en ombelle, c'est-à-dire dont toutes les fleurs s'attachent au même point sur la tige. Là, vous en avez 3, une quatrième qui est un peu cachée. Donc ça, c'est caractéristique de la gagée, parce qu'on pourrait la confondre avec la ficaire, qui est une renonculacée très commune. Mais dès que vous regardez ces détails-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous remarquez aussi que la couleur est un peu bleutée. Voilà, pour vous donner un exemple, récemment, j'en ai repéré 3 sur les bords de la serre. 3, c'est pas beaucoup, hein. Et donc, c'est une plante qui est protégée à l'échelon national. Ça veut dire que si on piétine ces 3 plantes-là, eh bien, c'est une espèce qui va disparaître du site. Ça, voilà, donc c'est pour ça que j'insiste aussi, c'est que votre observation personnelle de ces plantes peut aussi aider à la préservation de ces plantes. Parce que quand on marche en regardant droit devant, de la hauteur d'un homme, c'est absolument impossible de les découvrir. Il faut commencer par regarder ces fleurs jaunes d'or qui poussent à nos pieds. Et ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que ça montre toute la grâce de cette plante. Là, les fleurs sont en train de s'ouvrir. Et regardez, vous avez la grande feuille derrière. Alors, c'est dommage, j'ai coupé le capuchon, je n'ai pas bien cadré ce jour-là. Tant pis. Mais vous avez surtout ces 4 branches qui portent les fleurs en train de s'épanouir, qui partent du même point. Et je trouve qu'on dirait vraiment une danseuse qui tend les bras, qui est sur sa pointe et avec la jambe en l'air. Vous avez déjà vu des danseuses étoiles? Et bien, c'est exactement ça la grâce de cette fleur. Et c'est pour ça que ça vaut aussi le coup de la préserver. Alors, je passe à un dernier chapitre, c'est dans nos hêtraies montagnardes. C'est-à-dire montagnarde, c'est au-dessus de 800 mètres, là où le hêtre est l'espèce prépondérante. Parce qu'en dessous de 800 mètres, c'est le chêne qui est prépondérant. Là, on va passer à l'étage du hêtre. Vous savez que dans les forêts de hêtre, il y a peu d'espèces qui poussent, hein, c'est assez pauvre comme milieu. Par contre, il y a ces 2 espèces-là que je vais vous pointer du doigt. C'est la cardamine à 7 folioles. Alors là, c'est précis, hein, il y en a 7, il n'y en a pas 8. Sachant qu'il existe aussi une cardamine à 5 folioles, qui est beaucoup plus rare, que je n'ai pas encore en photo, mais ce sera mon challenge de cette année. Donc, je vous la présenterai, je pense, peut-être dans un mois, quand je serai allée la photographier. Toujours est-il que celle-ci, la cardamine à 7 folioles, on l'appelait aussi la dentaire il y a une dizaine d'années. C'est quand même une espèce caractéristique des hêtraies anciennes et c'est aussi un habitat remarquable. Donc, dès que vous repérez cette plante, surtout si elle est abondante, vous pouvez vous dire cette hêtraie, elle a de la valeur en termes écologiques. Donc, vous voyez sur la photo de gauche, c'est une fleur qui a 4 pétales. Et bien, tout simplement parce qu'elle fait partie de la famille des brassicacées, la famille du chou, du radis, qui est caractérisée par 4 pétales en croix. Voilà, contrairement aux autres espèces qui ont 5 pétales, les plus communes ont 5 pétales, voire 6 ou 8 pour les renonculacées, ces plantes-là n'ont que 4 pétales. Et regardez sur la photo en bas à droite, vous voyez que, alors c'est pareil, les feuilles semblent former un verticille, hein, elles semblent être attachées à la tige à un seul point. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est presque ça. Et surtout, regardez comme elles sont découpées. Sur une même feuille, vous allez pouvoir compter 7 segments de feuilles, c'est-à-dire 7 folioles. Si vous n'en comptez pas 7, ce n'est pas une cardamine à 7 folioles. Si vous en comptez 5, eh bien, ça veut dire que vous avez vraiment du bol, parce que vous avez trouvé une plante beaucoup plus rare, qui est la cardamine à 5 folioles, et qui vit beaucoup plus en altitude et dans des milieux encore plus rares. J'arrête avec celle-ci pour parler de la dernière plante de cette série, qui est le cil lys jacinthe. Alors pour vous dire, on lui a donné 3 noms de fleurs à celui-là. On sait même plus, on a tellement hésité qu'on l'appelait cil, ensuite lys et après jacinthe. Alors c'est la grande sœur, on va dire, du petit cil à 2 feuilles que je vous ai montré tout au début, sauf que c'est une plante beaucoup plus grande, beaucoup plus volumineuse et beaucoup plus majestueuse. Je vous ai mis en haut à gauche des jeunes plantes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de feuilles, des très belles feuilles très larges, très longues, d'un beau vert vernissé, qui forment une vraie touffe, une vraie rosette. Et vous avez à droite une plante beaucoup plus développée,
Et là, c'est vraiment des grosses touffes. Et ceci, lys jacinthe, peut former des vrais parterres de fleurs. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Il fleurit un petit peu en décalé, vous voyez. Au moment où je vous parle, il est en train de mettre ses fleurs comme sur la photo. Il est un tout petit peu plus tardif que le petit cil à 2 feuilles. Et il y a une bonne raison pour ça aussi. Le petit cil à 2 feuilles vit dans les chênaies, donc démarre son cycle beaucoup plus tôt, puisque les chênaies, c'est à plus basse altitude, donc ça se réchauffe beaucoup plus vite, alors que les hêtraies sont à une altitude plus élevée, donc la saison de floraison va démarrer un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est-à-dire 15 jours à peu près après le démarrage des cils plus bas. Toujours est-il que ce beau cil lys jacinthe, j'avais oublié le pétasite, mais ça ce sera. Le beau cil lys jacinthe donc est une plante aussi inscrite sur liste rouge. Voilà. Elle est inscrite sur liste rouge. J'en ai notamment, je peux vous indiquer notamment une très belle station de cils. C'est autour de la cascade de Fayitou à Thiézac. Vous pourrez en voir en ce moment si vous y allez. Et aussi dans le pas de serre, mais bon, le pas de serre est interdit pour l'instant à cause des chutes d'arbres. Pardon, des chutes d'arbres. Alors ça, c'est la dernière que j'ai citée, même si elle n'est pas rare, c'est important de la connaître. Le pétasite blanc fait partie des fleurs vernales. Et oui, il fleurit même avant de mettre ses feuilles. Il est en floraison dans les hêtraies très très tôt. Voilà, donc c'est une plante assez originale avec ce gros pompon de fleurs blanches qui est quand même de la famille du pissenlit, même si on n'a pas beaucoup de ressemblance avec le pissenlit. Vous connaissez plus sûrement ces très grosses feuilles, parce que les très grosses feuilles, on les repère très facilement, alors que les fleurs du pétasite blanc, elles ne durent pas très longtemps. Elles sont en train de fleurir là, donc si vous n'allez pas en hêtraie, à cause du froid, à cause de la pluie, souvent vous ne les verrez pas. Et alors vous allez voir les feuilles et vous poserez des questions, vous vous direz, mais où sont les fleurs? Et vous attendrez pendant tout l'été, vous ne verrez jamais les fleurs parce que, comme pour le colchique, elles fleurissent avant les feuilles. Voilà, donc la prime verte, je vous en reparlerai la prochaine fois, mais ça fait quand même partie des fleurs du tout début du printemps, puisque son nom prime vert, primula, ça veut dire la première, tout simplement, la première du printemps. La prime verte, c'est la première fleur du printemps. Même si ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on vient de voir qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus précoces. Et pour terminer, je signale quand même la petite liste des fleurs sur lesquelles il faut être très attentif, parce qu'elles sont protégées, comme la gagée jaune, ou bien sur liste rouge. Ça veut dire qu'elles sont classées rares et susceptibles de disparaître si on ne les protège pas. Alors, protéger une plante, ça veut dire quoi? Eh bien, selon la loi, c'est interdit de les cueillir, interdit de les détruire, interdit de prélever la plante pour la replanter dans son jardin. Ça, c'est important parce que je sais qu'il y en a qui le font. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ce sont des plantes méconnues, c'est-à-dire qu'on peut très bien les piétiner, surtout la gagée jaune, par exemple, parce qu'on ne sait pas qu'elles existent tout simplement. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus, c'est sur le fait d'essayer de découvrir ces plantes pour mieux les préserver, et aussi parce que leur habitat, lui, n'est pas protégé. Et le problème, c'est qu'on protège les fleurs, mais pas les milieux dans lesquels elles poussent. Par exemple, la gagée jaune que j'ai prise en photo, que je vous ai montrée, eh bien, j'ai découvert l'année dernière que l'endroit où elle poussait avait été complètement détruit par le passage d'un tracteur qui avait ouvert une tranchée pour faire passer une buse. Voilà, donc pourtant c'est dans une forêt ancienne, c'est à l'entrée de la forêt du Cynique, c'est une forêt domaniale. Eh bien, a priori, la personne qui a donné l'ordre du chantier n'était pas au courant. Alors, je vous avoue que je ne suis pas retournée depuis parce que ça m'a tellement fendu le cœur quand j'ai vu ce massacre que je n'y suis pas allée. Bon, c'est pas non plus complètement perdu parce que ce sont des plantes à bulbes. Ça, c'est ce qui fait leur génie et leur astuce, c'est pour ça qu'elles ont survécu. C'est qu'un bulbe, vous savez très bien, il peut être jeté sur la terre, il suffit qu'il soit enfoui et il va repartir. C'est pas comme une plante vivace qu'on a massacrée. Les bulbes sont des organes de semences comme les graines. Donc j'espère que les gagées jaunes que j'ai vus là-bas, parce qu'il y en avait plus que 3, il y en avait une bonne dizaine, auront survécu malgré tout. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut à tout prix connaître et protéger ces habitats si on veut sauver ces plantes. Voilà, alors, j'ai pas tout à fait tenu mon challenge, j'ai un peu dépassé l'horaire, je suis désolée. La prochaine rendez-vous, c'est mercredi 5 mai, où là, je vous parlerai des fleurs des sources, qui sont vraiment superbes, comme la fritillaire pentade. Alors, la fritillaire pentade, pour la voir, je suis désolée, il faudra aller sur le plateau de Aubrac.
du côté de Saint-Ursis. Parce que c'est la seule station que je connaisse. Si vous en connaissez sur les plateaux du Cantal, elles sont répertoriées. Alors, si vous voulez rencontrer ces fleurs sauvages des montagnes, alors bien sûr, pas celles que je vous ai présentées, mais d'autres qui sont aussi rares, comme l'anémone soufrée, par exemple, qui pousse en altitude, je vous propose donc de venir avec moi les rencontrer dans la vallée de Brezon, puisque dans la vallée de Brezon, bon, j'organise 3 stages cette année, un au mois de mai, un au mois de juin et un au mois de juillet. Et nous avons la chance d'être vraiment au cœur des estives. Et de là, on peut faire, et moi je ferai des randonnées pour aller à la découverte de toutes ces plantes. Même si chaque stage a un thème bien défini, en fait, tout ce qu'on est capable de voir, je vous l'expliquerai dans les mêmes termes que cette conférence. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à mon site. Et puis pour tous les renseignements que vous pouvez voir, eh bien, contactez-moi par mail ou par téléphone. Ah oui, j'avais aussi une idée à vous, une idée toute récente que je vais mettre en œuvre. Voilà, je voulais vous parler d'un atelier de botanique que je vais mettre en place. Un atelier de botanique soit en présentiel, quand on pourra le faire, soit virtuel en numérique. Pour ceux que ça intéresse, donc voilà, je vous lance l'idée. Je sais qu'il y a déjà quelques personnes intéressées, donc je vous en parle aujourd'hui. Et là, je vais laisser. Alors, parce que moi, je veux simplement vous dire que c'est une enquête pour repérer les prairies dans lesquelles se trouvent les jonquilles jaunes et les narcisses des pêtres. Anne-Marie, non? Bon, et bien écoutez, il y a une enquête qui est faite. Vous pouvez récupérer des informations et donc partager vos observations pour qu'on justement. Je pense qu'il y en a qui touchent ça, oui. Oui, mais eux, ils bossent. Demain, il y a les chiffres qui tombent d'ailleurs. Oui. Je vous dis, petite info. Des opérations très, très intéressantes. Et alors là, j'ai pas Anne-Marie, le marchand, qui organise le CITEC pour l'instant en ligne. Oui, donc j'interviens parce qu'en fait, il y a un son qui est très mauvais là depuis les 5 dernières minutes. Merci beaucoup, Véronique, c'était toujours très intéressant. Donc, la conférence est enregistrée, on la remettra en ligne si vous êtes arrivé en retard ou si vous voulez revoir une partie de la présentation. Et effectivement, en ce moment, nous faisons avec Alexia et le CITEC un défi pour identifier les zones où poussent les jonquilles, donc les narcisses jaunes et les narcisses des poètes, les narcisses blancs. On l'avait fait déjà il y a 2 ans. Alexia a organisé ça. Donc là, on ne voit plus l'écran. Donc du coup, il n'y a plus l'affiche. Mais rejoignez le site internet du CITEC et de l'Atlas. Véronique, tu ne peux pas afficher l'affiche? En fait, moi, je dois me sauver. Je suis désolée. Oui, je voulais juste prendre une question, voire 2, avant de vous laisser, si quelqu'un a une question par rapport aux espèces présentées ou à leur protection. Alors, par contre, les micros sont arrêtés. Il faudrait les rallumer. Anne-Marie? Oui, Véronique? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Voilà, j'avais une question. Tu as parlé donc des fleurs, des couleurs, mais et les parfums? As-tu quelques indications sur le parfum de ces belles fleurs que tu nous as présentées? Alors, sur le parfum, j'en ai plutôt parlé la semaine dernière avec le parfum notamment des orchis sureaux dans les estives. Là, c'est vrai que sur ces fleurs-là, je réfléchis. Je n'ai pas noté spécialement de parfum. Enfin, quand je dis noter, moi par mon odorat ou dans mes ressources, dans mes sources bibliographiques. Après, ce que j'ai noté pour les parfums, c'est que quand il fait froid, et donc ce sont des fleurs donc, qui sont vraiment programmées pour résister au dernier froid, le parfum n'arrive pas à se dégager. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les fleurs sont plus parfumées quand il fait chaud et sec. C'est valable aussi pour les huiles essentielles de la famille du thym et du romarin. Donc, alors effectivement, quand il y a des températures qui montent, les fleurs dégagent leur parfum et celles-ci vont dégager aussi des parfums. Mais là, je n'ai pas de données. Par contre, ce que j'ai remarqué, alors ça, je ne vous en ai pas parlé parce que je voulais faire court, c'est qu'au niveau des couleurs, on a une prédominance des fleurs bleues et mauves ou des fleurs blanches. Et à mon avis, c'est un rapport direct avec le spectre lumineux du début du printemps
Notamment, je suppose que c'est les ultraviolets qui sont favorisés au tout début du printemps en raison de la hauteur du soleil. Et donc, les fleurs se sont adaptées, c'est-à-dire qu'elles réfractent les ondes lumineuses qui sont les plus visibles pour les adultes. Ça, je n'ai pas lu d'études, mais bon, c'est ma propre analyse de la situation avec les quelques connaissances scientifiques que j'ai. Ok, merci. Merci à vous. Je suis désolée d'être obligée de vous laisser parce qu'on m'attend. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté si nombreux à cette conférence. Ça me réchauffe le cœur. J'espère que vous serez disponible le 5 mai. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Véronique.